Bonjour, vous écoutez le balado Regard croisé sur l'environnement de la Faculté des Arts et des Sciences de l'Université de Montréal. Mon nom est Christian Nadeau, je suis professeur au département de philosophie et j'aurai le plaisir d'animer ce balado. Dans chaque épisode, 2 professeurs de l'Université de Montréal, provenant de disciplines variées, aborderont l'environnement selon leur propre perspective. Bonne écoute. Alors bonjour, aujourd'hui pour cet épisode nous recevons Michel Dagenet qui est professeur d'histoire et Marc Amiot qui est professeur au département de sciences biologiques. Alors comme nous avons décidé de le faire pour le cadre de cette série, je vais d'abord vous demander de vous présenter et ensuite j'introduirai un certain nombre de questions pour laisser place à la discussion entre nous. Donc peut-être d'abord Michel. Oui, merci. Bon, alors, oui, je suis professeure d'histoire et je m'intéresse depuis le début de mes travaux de recherche, depuis une trentaine d'années, je dirais, à l'environnement, mais en particulier à la matérialité conçue, dans le fond, comme les conditions qui nous environnent, bien sûr, mais qui influencent aussi les rapports sociaux et le développement social. Alors, je dirais que la question qui m'anime comme historienne, c'est de reconstituer les processus de co-construction des sociétés de l'environnement. Dans le fond, c'est de comprendre les façons dont l'environnement participe aux dynamiques sociales et aux dynamiques de pouvoir, l'environnement étant lui-même conçu comme un objet éminemment historique. L'environnement du 18e siècle n'étant pas du tout le même que l'environnement du 21e siècle. Et ce que je pourrais aussi préciser quand même, c'est que je suis surtout spécialiste d'histoire contemporaine d'un 19e, 20e siècle en contexte québécois-canadien et en contexte plus particulièrement urbain. Alors, mon premier terrain de recherche, c'est Montréal, mais j'ai travaillé aussi sur des comparaisons avec Toronto et avec certaines villes européennes. Merci beaucoup. À vous, Marc. Moi, je travaille essentiellement sur la pollution chimique dans l'environnement. Donc, je regarde comment les polluants voyagent dans l'environnement, comment ils sont modifiés, surtout dans un contexte de changement climatique. Après ça, comment ils rentrent dans les réseaux alimentaires aquatiques, marins ou terrestres, et comment ils se rendent jusqu'à l'homme. Entre autres, les premiers peuples qui consomment encore beaucoup de nourriture traditionnelle provenant du territoire et qui donc sont soumis à la contamination environnementale par ce biais-là. Donc ça, c'est un de mes... c'est mon axe principal de recherche et je le mets à la sauce actuelle, c'est-à-dire que je travaille au niveau des polluants associés à la transition énergétique. Donc, d'un côté, je travaille au niveau des polluants miniers qui sont associés avec les minerais qu'on va devoir extraire pour s'assurer de faire une transition énergétique. Qu'est-ce qu'il faut pour produire des batteries? Qu'est-ce qu'il faut pour produire des voitures? Et donc, on commence à construire de telles mines au Canada et j'essaie de comprendre comment ces nouveaux polluants vont cheminer dans l'environnement. Et aussi pour la transition énergétique, on a besoin supposément de plus de centrales hydroélectriques. Donc, je regarde également l'impact des centrales hydroélectriques sur le mouvement des contaminants dans l'environnement. Le tout en territoire autochtone, donc en co-création des savoirs avec les premiers peuples. Merci beaucoup. Alors, dans les 2 cas, vous avez bien spécifié la relation de votre travail de recherche avec la question environnementale, mais lorsque on lit, que ce soit dans les médias ou lorsque on essaie de lire, par exemple, des ouvrages de vulgarisation scientifique, parfois on a l'impression que c'est une notion qui n'est pas aussi fixe qu'on le voudrait. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que quelque chose dont on débat, qui a une telle importance aujourd'hui, on a la même représentation de ce que c'est que l'environnement, mais ce n'est peut-être pas nécessairement le cas, et j'aimerais vous entendre sur votre définition de l'environnement. Si vous deviez définir, disons, en quelques mots ou en quelques phrases, d'après vous, ce que signifie l'environnement, je crois que ça nous aiderait beaucoup à avancer dans notre discussion. On peut peut-être commencer par vous, Marc. Oui.
Je dois avouer que j'ai une définition très science naturelle. Là, j'ai déjà entendu Michel parler de sa définition un petit peu. Pour moi, l'environnement, c'est l'ensemble des conditions physiques, chimiques et biologiques qui entourent les êtres vivants et qui peuvent influencer leur devenir. Donc, par exemple, ça peut être la température. Est-ce qu'on vit dans la mer, dans l'air ou dans la forêt? Est-ce qu'on vit en absence d'oxygène ou en présence d'oxygène? Est-ce qu'on vit dans une relation de prédation ou bien est-ce qu'on est un parasite? Donc, c'est comme ça que je conçois l'environnement. C'est l'ensemble de ce qui nous entoure et qui influence notre devenir. J'aime beaucoup aussi l'expression « condition » dans votre définition. Michel? Oui, ben, ma définition englobe la tienne, en ce sens que, pour moi, l'environnement, c'est d'abord une notion sociale et politique. Bon, nous sommes des humains et je conçois que les humains font partie de l'environnement, que, dans le fond, nature-culture sont imbriqués. Et donc, parce que souvent, justement, on parle d'environnement comme quelque chose qui serait dans un rapport externe par rapport aux humains. Or, l'environnement a été façonné par les humains, puisqu'on en fait partie, et que ce façonnement-là est le résultat à la fois de conditions physiques, chimiques, biologiques, comme tu le décrivais, en effet, mais derrière ces conditions, ben, il y a des arrangements qui ont été pris à travers le temps. Et donc, encore une fois, l'environnement d'aujourd'hui n'est pas le même qu'il était au 18e siècle. Les polluants ne sont pas les mêmes, les modes de production, etc. Donc, je pense qu'à chaque fois qu'on pose la question de l'environnement, on devrait toujours la poser d'abord autour d'enjeux sociaux et politiques, mais bien sûr en interaction avec l'environnement. Donc, tenir compte de la nature humaine et non humaine de cet environnement. Et ce qui fait en sorte que pour le saisir, cet environnement, on aurait besoin d'établir un dialogue beaucoup plus soutenu qu'on le fait présentement entre les différents chercheurs ou les différentes disciplines, parce que l'environnement en soi, c'est une réalité d'abord aussi multidisciplinaire, extrêmement complexe, que les historiens, malgré la capacité d'historiciser, ne sont pas capables d'embrasser sans la connaissance de données d'ordre, justement, physique, géographique, etc. Mais, OK, dans cette définition-là, l'humain est vraiment central, il me semble. Et donc, on ne peut pas reculer très loin. Pour moi, la notion d'environnement est là depuis 4 milliards d'années. Et chaque petite cellule a eu son environnement. Sans politique. Là. Et donc, j'ai une vision peut-être plus long terme, mais après ça, on peut se poser la question, est-ce que le concept d'environnement est essentiellement utile dans un cadre social et humain? Plus tard, on pourra parler de protection de l'environnement. Et protection de qui, de quoi? Et puis là, on peut se poser, est-ce qu'on est là pour protéger des organismes? Est-ce qu'on doit leur donner un droit? Est-ce qu'on doit être là pour protéger des organismes qui n'ont pas d'impact sur nous? C'est vrai que, ça, j'avoue que, la perspective de très long terme, moi, je ne l'ai pas. Dans le fond, quand en histoire environnementale, ce qu'on a tendance à faire, c'est vraiment de commencer avec les débuts de l'occupation humaine. Et donc, on a déjà évolué, je dirais, dans ce sens-là. On commence bien avant, par exemple, dans l'histoire du Québec ou du Canada, avant les projets de colonisation, avant le contact entre les premiers peuples et les Européens. Donc, on remonte, dans le fond, au moment où les premiers humains arrivent avec le recul des glaces, etc., où on commence à... donc, on va dire combien? Bon, en fait, les spécialistes ne s'entendent pas. Ça recule de plus en plus, l'apparition de la vie humaine sur Terre, et notamment en Amérique du Nord. Mais quoi qu'il en soit, ça se traduit en milliers ou dizaines de milliers d'années, alors que toi, tu parles en termes de milliards. Alors, en ce sens-là, c'est vrai que ma perspective est beaucoup plus étroite, dans un sens. Mais comme je suis une spécialiste de sciences humaines par l'histoire, bien nécessairement que l'humain
et dans mon cadre d'analyse ou dans mon cadre de pensée. Et puisque je suis aussi, comment je dirais, très préoccupée ou interpellée par les dispositions actuelles des débats sur l'environnement. Et donc, tu sais, c'est même dans ta recherche, j'imagine que tu sais, s'intéresser aux polluants liés à la transition énergétique, ben, c'est une question éminemment contemporaine. Et donc, là, les humains sont là, de toute façon. Alors, je pense que peut-être qu'on se rejoint plus qu'on le dit, mais c'est sûrement la manière de construire l'objet au départ qui, j'imagine, diffère. Ouais. C'est vrai que les sciences de l'environnement sont très récentes. Là. Ça date des années 70, finalement, et c'est vraiment relié à des problématiques subies par l'être humain, essentiellement. Mais ouais, dans un contexte plus large, c'est sûr qu'on peut parler d'environnement sur 4 milliards d'années. Est-ce qu'on peut dire que, parce que vous parliez du manque de dialogue entre les disciplines, mais comment pourrait-on voir, en fait, en dehors d'un dialogue comme celui qu'on est en train de faire, comment pourrait-on voir, en fait, une contribution, par exemple, des sciences naturelles à des sciences humaines comme celle de l'histoire ou de l'histoire aux sciences naturelles? Parce que, en dehors de simplement d'échanges d'informations, est-ce qu'il peut y avoir un impact réel, d'après vous, par exemple, des sciences sociales, on peut prendre le cadre de l'histoire, mais des sciences sociales en général, sur la pratique de votre discipline, pas simplement, je dirais, sur une considération épistémologique générale, mais vraiment sur, à la limite, même le quotidien de la recherche? Ben, tout à fait. Ben, je pense que c'est quelque chose qui émerge avec les dernières années. Dans ma pratique, initialement, j'avais vraiment très peu de contact avec les autres disciplines des sciences sociales et humaines. Mais au fil du temps, surtout depuis que j'ai développé un intérêt pour l'interaction entre mon domaine de recherche, l'écotoxicologie et les premiers peuples, ben, c'est devenu incontournable de commencer à mieux comprendre les aspects sociologiques, historiques aussi, les premiers peuples. Juste interagir avec des gens, il faut comprendre d'où ils viennent. Et je veux dire, j'ai été à la table avec des gens qui ont été dans les pensionnats et sans avoir cette dimension-là en tête, on comprend mal aussi des fois une certaine difficulté de confiance envers les chercheurs. Donc, c'est sûr que de plus en plus, dans ma pratique, les sciences humaines et sociales deviennent très importantes et je m'associe avec des gens dans le domaine, dans ce contexte-là. Et Michel? Ben, moi, j'ai une expérience qui a été pas très concluante, mais j'avoue que l'exemple que tu donnes, il est parfait dans un sens parce qu'il y a vraiment nécessité de rencontres sur le terrain. Mais comme chercheur, disons, mettons, élaborer un plan, un projet de recherche, je veux dire, véritablement multidisciplinaire, c'est extrêmement compliqué parce que les manières de faire, les manières de construire l'objet, de construire la recherche, la méthodologie, de discuter des résultats, de les présenter sont tellement différents. Bon, en même temps, c'est un peu mon rêve qu'on parvienne à avoir un terrain commun pour pouvoir dialoguer. Bon, peut-être que les biologistes, c'est plus facile que d'autres types de sciences, mais encore, c'est tout à fait gratuit ce que je dis. Mais, tu sais, je n'ai pas dans ma pratique d'expérience, surtout cette expérience-là, qui ne vaut pas vraiment la peine d'être discutée dans le cadre d'aujourd'hui. Mais ce que je constate, ou ce qui me titille le plus, c'est dans le discours public, en fait. C'est que dans le discours public, on a tendance à faire intervenir les scientifiques sur les questions environnementales, comme s'il n'y avait pas de dimension sociale, de dimension politique ou de dimension économique. On prend pour donner cette question, par exemple, de la transition énergétique. Bon, ben, on est tous en transition énergétique désormais. Il faut décarboner la production industrielle, les moyens de transport, etc. Et donc, on part d'un donné sans nécessairement questionner qu'est-ce que signifie finalement cette transition écologique. Alors, le projet dont tu parles et la façon dont tu le mènes, ça m'intéresse drôlement
Mais quand est-ce qu'on en entend parler vraiment? Et peut-être que ma façon de me préparer aux échanges d'aujourd'hui, c'était beaucoup plus en relation, en rapport avec le discours public de façon générale, qui tend, lui, à naturaliser certaines façons de faire et qui tend à séparer vraiment les sciences humaines, les sciences sociales des sciences de l'environnement, justement. D'ailleurs, c'est quoi les sciences de l'environnement? Si ce n'est, les sciences dites dures, mais les historiens, les sociologues, les anthropologues, je ne pense pas qu'on fasse partie des sciences de l'environnement. Je pense que ça change de plus en plus, là. Notamment, là, je vais prêcher pour ma paroisse, mais étant donné l'apport de la philosophie, c'est-à-dire qui tente de faire des dialogues justement entre les différentes disciplines. Mais je vais revenir au débat public un peu plus tard. Il me semble que ce qui peut être intéressant aussi d'explorer, c'est la manière dont, quand je parlais des pratiques scientifiques, on fait, comment à la limite même des manières de travailler ou des hypothèses scientifiques en fait, vont se retrouver d'une certaine manière falsifiées, ou en tout cas falsifiables. C'est-à-dire qu'on peut essayer de montrer que ça ne va pas de soi, mais par le travail interdisciplinaire. C'est-à-dire que de la même façon que parfois on a l'impression effectivement que dans le débat public, encore une fois je vais y revenir plus tard, que dans le débat public, en fait, on va considérer que l'ordre des faits appartient à des sciences comme biologie, et l'ordre de l'opinion, d'une certaine manière, appartient plutôt aux sciences sociales. De la même façon, on pourrait dire, en fait, qu'il y a des faits qui doivent être rétablis de par les sciences sociales et qui peuvent invalider, ne serait-ce que, par exemple, l'usage de certaines notions, de certaines catégories, dans les sciences biologiques. Parce que sinon, en fait, ça donne l'impression que d'un côté, on a quelque chose qui est, vous parliez tout à l'heure d'une longue durée, mais on pourrait avoir l'impression que c'est intemporel, c'est-à-dire que ce sont presque des vérités éternelles, si vous voulez, pour employer un vocabulaire de philosophe. Et de l'autre côté, en fait, ce serait du relativisme. C'est-à-dire que finalement, on est uniquement dans quelque chose qui est propre à un moment historique donné, alors qu'il y a des données factuelles qui sont vérifiables, qui sont incontournables et qui peuvent influencer aussi la recherche en sciences, disons, appelons-les empiriques pour faire simple. Donc, oui. Un exemple qui me vient en tête, c'est peut-être pas exactement les sciences sociales comme telles, mais c'est le savoir non scientifique, si on veut. Là. Il y a des recherches qui ont été faites avec les peuples inuits au niveau de leur consommation de polluants. Et les chercheurs ont découvert que les femmes avaient des concentrations énormes de sélénium comparées aux hommes. Et puis là, les chercheurs ont posé des hypothèses physiologiques pour essayer de comprendre la différence en question. Mais lorsqu'il y a eu un retour à la communauté, la réponse est venue d'elle-même par le biais des premiers peuples eux-mêmes qui ont directement indiqué que c'est une coutume pour eux de donner certains morceaux de tel animal aux femmes et non pas aux hommes, ce qui expliquait finalement que je pense que c'était des morceaux de beluga qui étaient extrêmement riches en sélénium et qui expliquaient les différences. Donc, c'est un magnifique exemple. Ouais, ça, c'est plus l'exemple des savoirs traditionnels comme étant importants, mais ça montre aussi que comprendre ce que les gens font, c'est important pour comprendre finalement qu'est-ce que nous, on trouve comme données. Il faut vraiment être connecté plus avec une compréhension plus intime de ce que les gens sont et font. Il y a aussi, et là peut-être que je vous poserai la question à vous, Michel, c'est que là, on a un exemple où on fait une science, un travail scientifique va être interrogé, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit en fait que peut-être qu'on avait mal posé la question ou qu'on n'avait pas posé la question au bon endroit, si j'ose dire. C'est-à-dire, on avait la réponse ailleurs que là où on la cherchait. Mais il peut s'avérer aussi que c'est la discipline elle-même, d'une certaine manière, qui se réinterroge dans son rapport à autrui. C'est-à-dire que
Vous disiez tout à l'heure que c'est vraiment une façon de poser les questions, de construire les problèmes, mais il y a des moments où, en fait, moi je le vois avec, par exemple, en philosophie, surtout, moi je suis dans le secteur de la philosophie politique, il y a de plus en plus de volonté de faire une philosophie politique qui soit plus proche des sciences sociales, et tout à coup on s'improvise, en fait, expert de terrain. Et moi je dis toujours aux étudiants, non, on doit travailler en collaboration avec les gens qui font du terrain, mais nous, les philosophes, on n'a pas cette formation. En tout cas, jusqu'à maintenant, on n'a pas cette formation. Ça ne fait pas partie du cursus habituel. Et c'est un vrai débat. C'est-à-dire que là, est-ce que une question comme l'environnement, justement, peut amener à non seulement réfléchir à nos rapports interdisciplinaires sur l'environnement, mais d'une certaine manière, à réfléchir sur l'impact que ça peut avoir sur la façon dont on voit notre propre discipline, d'une certaine manière. Ben, oui, et puis sur la façon dont on fait la recherche, puis je pense que l'environnement, c'est justement le terrain où surgissent comme ça une collaboration ou en tout cas une nouvelle façon d'appréhender les réalités en tenant compte de ce qu'on pourrait appeler de façon simpliste les savoirs vernaculaires ou les savoirs de la base. Et par exemple, sur l'histoire du climat, qui est un sujet d'historien, mais de climatologue aussi, bien sûr. Mais là, on se rend compte que on va aller puiser pour reconstituer des données dans les journaux personnels des agriculteurs du 17e, du 18e, comment on notait des remarques sur la transformation du climat, qu'est-ce que le déboisement pouvait avoir comme impact sur le climat. Il y avait l'hypothèse que si on détruisait les forêts, bien, la température deviendrait plus froide. Il y a comme ce savoir empirique qui est considéré désormais comme étant valable. Et je trouve que l'exemple par rapport à la contamination des femmes inuites est tout à fait parlant en ce sens-là. Fait que je dirais que l'environnement, comme objet et comme sujet, invite à cette approche, si on veut, puis disons, comment je pourrais dire, sortir un peu de notre posture ou de notre position de supériorité par rapport à des savoirs plus populaires. La pollution, par exemple, industrielle, bien, pour la comprendre, on la comprend par des mesures prises par certaines sciences, mais le vécu des populations, comment ils reçoivent certains polluants et tout, fait partie finalement d'une meilleure compréhension d'un problème de qualité de vie, etc. Fait que je pense que oui, l'environnement, et puis je trouve ça intéressant, la démarche de Marc, parce qu'il est appelé soudainement, je pense que peut-être qu'il y a 20-30 ans, ce n'était pas le cas, mais à échanger et construire une connaissance en prenant les expériences, en prenant en compte les expériences des populations autochtones, par exemple, ou inuites dans ce cas-là. Ouais. Ben, je dois avouer que ce n'est pas toujours facile et que dans mon cas, je pourrais faire le point que c'est mes étudiantes qui m'ont éduqué. C'était clairement un changement de paradigme là, dans le labo. Lorsque mes étudiantes sont allées dans le Nord faire des recherches, ils sont revenus et m'ont dit que finalement, ils n'avaient pas de formation pour aller faire des recherches dans le Nord avec des premiers peuples. Alors, eux-mêmes ont pris en charge de créer des ateliers pour essayer de mieux éduquer la prochaine génération d'étudiants en sciences biologiques qui devaient faire des recherches comme ça en région éloignée, à comment mieux interagir avec différentes populations. Et puis, ils ont créé des ateliers pendant quelques années et puis ça a fait des petits. Et maintenant, j'intègre ça dans mon cursus, ce type de dimension-là, où est-ce que maintenant, je présente un peu l'historique des premiers peuples et je fais appel à des gens en anthropologie qui viennent dans mes cours et donc, de plus en plus, j'essaie d'intégrer des connaissances qu'avant, on n'avait pas et auxquelles nos étudiants n'étaient pas du tout exposés. Alors justement, je voulais justement vous interroger sur vos rapports, c'est-à-dire le travail que vous faites. Qu'est-ce que ça change par rapport ou qu'est-ce que ça devrait changer par rapport aux pratiques d'enseignement? Ça, je pense que c'est un très bon exemple. Mais avant d'y venir, j'aurais aimé aussi savoir un peu plus vos interactions avec les autres collègues. Parce que, bon, là, on a quelque chose qui permet,
je ne dirais pas de manière artificielle, mais en fait, nous l'avons en quelque sorte créé, c'est-à-dire on a essayé de réunir ensemble des gens. Mais est-ce que vous ressentez le besoin de plus en plus dans vos recherches de faire un travail de collaboration qui soit véritablement interdisciplinaire, pas avec des sciences qui sont les plus immédiates. Par exemple, on peut très bien comprendre que quelqu'un qui travaille en sociologie aurait un rapport assez, disons, aisé, entre guillemets, en tout cas facilité par le genre de recherche que vous faites, Michel. Par contre, effectivement, il est plus difficile de voir comment quelqu'un, par exemple, disons, travaillerait... je vais essayer de trouver j'essaie d'imaginer en criminologie et avec quelqu'un qui travaille en sciences biologiques sur des questions environnementales, alors que ça ne demande pas non plus énormément d'imagination pour penser une telle chose. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous sentez qui est un besoin? Et si oui, est-ce que vous voyez des entraves à cela, sur le plan à la fois institutionnel, pratique, ou même par rapport à nos modèles de subvention de recherche, par exemple? Moi, je dirais que oui, tout à fait. Moi, je vois beaucoup plus les entraves que les canaux d'ouverture, parce qu'encore une fois, je pense que la notion d'environnement, elle est assez restreinte bien souvent dans l'entendement général et même à l'Université de Montréal, par exemple. On a développé un programme sur, je ne me souviens plus du titre d'ailleurs, mais en tout cas, on a une approche de développement durable. Bon, oui, c'est vrai qu'il y a une jonction entre économie, questions environnementales, questions sociales, mais je trouve que quand il est question d'environnement, on fige un peu les définitions de telle sorte que on a du mal à ouvrir la machine pour aller vers des nouveaux terrains. Et du côté de l'histoire environnementale, ce qui s'est produit, c'est une prise de conscience de l'importance ou de la nécessité de dépasser le domaine des sciences humaines, puisqu'on empiétait sur toutes sortes d'aspects, la botanique, le climat, etc., qui n'étaient pas des domaines dans lesquels on a été formé. Donc, il y a cette volonté du côté des historiens et des historiennes d'aller se former dans des disciplines ou en tout cas autres. Mais dans la pratique comme telle, pour le moment, je ne vois pas de projet. Mais peut-être que, Marc, tu as des expériences différentes, mais je ne vois pas de projet vraiment très fréquent où cette interdisciplinarité ou cette multidisciplinarité, dans ce cas-là, existe réellement. Lorsque moi-même, j'ai été convoquée pour faire partie d'un projet multidisciplinaire sur la spatialité des polluants dans la rivière Saint-Charles à Québec, finalement, l'historienne, c'était celle qui fournissait le contexte. Mmh. Et donc, oui, qu'est-ce qui s'est produit? Comment les rives se sont industrialisées? Quelles entreprises étaient là sur les rives des années 50 aux années 90 du 20e siècle? Mais au-delà de ça, j'avais un rôle accessoire, si on veut. Alors, est-ce que... je ne veux pas être victime ici ou me présenter comme une victime, mais je pense qu'il y a vraiment des verrous qui existent encore aujourd'hui. Et hélas, je n'ai pas encore réussi à vivre mon idéal. C'est ça. Puis la façon dont vous l'exprimez, en fait, pour le moment, les verrous sont beaucoup dans nos têtes, en fait. C'est-à-dire que c'est pas comme s'il y avait une interdiction formelle de faire des projets ensemble. C'est plutôt que... c'est pas dans les pratiques, c'est pas dans les mœurs académiques, si j'ose dire. Marc, qu'en pensez-vous? Oui, il y a aussi le fait qu'on ne parle pas le même vocabulaire. Là, je veux dire, c'est vraiment une grosse barrière, je trouve, à l'interdisciplinarité. Mais je trouve quand même qu'il y a un effort présentement des différents organismes subventionnaires à promouvoir une certaine intersectorialité, comme au Fonds de recherche du Québec. Et moi, je suis quand même assez content qu'on soit dans une faculté des arts et des sciences. Mm-hmm. Il y a eu des discussions sur séparer les sciences, mais à un moment donné, je me dis que si on veut briser les barrières, il faut essayer au moins de se faire une faculté. De vivre dans une même... dans ma pratique, essentiellement, moi, j'ai eu l'occasion de côtoyer des anthropologues et quelquefois des gens en droit. Et c'était bien vu dans certains programmes de recherche, je dois avouer.
Mais après ça, comment ça se réalise, c'est pas toujours facile, ça aussi. Mais moi, je dirais que peut-être juste rapidement, tu sais, c'est comme, il y a les vœux pieux, puis il y a la réalité. Et, bon, les vœux pieux, je pense qu'on les partage tous et je pense qu'on est d'accord pour dire que l'environnement est un objet éminemment multidisciplinaire. On parle de 2 disciplines ici, mais on pourrait en ajouter bien d'autres qui seraient vraiment nécessaires. Mais il y a les impératifs de la recherche. Ce que je veux dire par là, c'est que les chercheurs, c'est des gens en 3 dimensions, des êtres de chair humaine et tout ça, et qui ont, il y a les impératifs de la recherche, de la production et tout. Et je me rappelle que le rapport que j'avais avec ces chercheurs qui étaient des spécialistes en sédimentologie, fascinant, travailler avec les archives eux aussi, mais d'autres types d'archives que moi, bien, ils ont leurs impératifs, tu sais, ils ont leur financement, il y a des résultats qu'il faut qu'ils arrivent, impératifs sur le plan, comment je dirais, donc, intellectuel ou institutionnel, impératifs parfois sur le plan politique aussi. Quand un des bailleurs de fonds est un organisme public comme une ville, comme la Ville de Québec, par exemple, ben, ils veulent des résultats. Ils s'en foutent un peu des réflexions interdisciplinaires ou multidisciplinaires. Donc, je pense que ça fait partie des réalités des chercheurs et des chercheuses. La même chose pour moi, j'ai une subvention de recherche, ben, il faut réussir à obtenir des résultats. Fait qu'on peut toujours un peu explorer, mais peut-être qu'on devrait avoir véritablement des programmes multidisciplinaires où on prendrait le temps. En fait, ce qui devient aussi difficile dans des constellations comme celle-ci, c'est d'arriver à garder un équilibre. C'est-à-dire qu'on ne voudrait pas non plus que tout se fasse dans une perspective d'interdisciplinarité ou de multidisciplinarité, ce qui empêcherait, dans certains cas, des recherches fondamentales, tout simplement d'être considérées comme légitimes. Ouais. On pourrait imaginer l'exemple qu'un ami donne régulièrement, c'est l'histoire des mathématiques babyloniennes. Je ne vois pas pourquoi on devrait supposer a priori qu'un tel objet n'a pas de sens dans une perspective de recherche parce qu'il ne se prêterait pas à l'interdisciplinarité. Mais avant on pourra poursuivre plus tard si nous en avons le temps, mais Marc, vous avez ouvert la porte justement à quelque chose qui me semble directement lié à nos pratiques de recherche, parce que c'est l'avenir de la recherche, c'est les relations entre nos étudiants et nos étudiantes et les questions environnementales. C'est un bon exemple où, en fait, c'est d'une certaine manière, vous avez appris de vos étudiantes et grâce à ce travail, en fait, maintenant, les étudiantes apprennent d'elles-mêmes, c'est-à-dire que c'est elles qui ont transformé le modèle d'une certaine manière. Ça, je trouve ça très intéressant. J'aimerais savoir, Michel, qu'est-ce que vous pensez par rapport à cela? Est-ce que, par exemple, on pourrait supposer que de la même façon qu'il y a des barrières à l'interdisciplinarité entre les chercheurs et les chercheuses, de la même façon, dans ce cas-là, il faudrait ouvrir aussi les barrières pour faire en sorte qu'il y ait plus que nos étudiants, nos étudiantes aient davantage accès, en fait, quitte à ce qu'il y ait des cours qui soient peut-être moins spécialisés, en fait. Que, par exemple, des étudiantes en histoire puissent, disons, relativement facilement, vous voyez, enfin, je mets énormément de guillemets, vous comprenez, mais que ce soit possible d'aller chercher une formation en sciences biologiques. Moi, je le vois, par exemple, dans les questions environnementales, parce que je travaille aussi en études environnementales, et en fait, une des difficultés que vont avoir des étudiants qui s'intéressent, par exemple, à des questions de philosophie de la biologie, c'est d'aller chercher justement les compétences en biologie pour être en mesure de faire un travail adéquat. C'est-à-dire qu'ils ont 2 registres, en fait, à satisfaire. Un registre des exigences propres à une discipline comme biologie, puis un registre... Et parfois, c'est quand même très exigeant. C'est ce qu'on veut, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Donc, comment penser le possible, en fait, d'après vous? Comment penser le possible? Oh là là, c'est une grande question parce que, tu sais, dans le fond, j'ai peut-être plus faire valoir les barrières que les possibilités parce que, en fait, on pense à tout ça dans un cadre qui est extrêmement rigide. L'université est un cadre institutionnel extrêmement rigide et extrêmement compétitif. Les historiens et les historiennes travaillent de manière plutôt individuelle. Et les étudiants ou les étudiantes qui veulent exceller, qui veulent obtenir des bourses et tout, doivent souvent se limiter à leur seul champ disciplinaire. Ils vont faire un petit pas de côté en allant se promener un peu du côté de la philo, de l'anthropologie. Mais de là aller, comme vraiment faire le saut dans une autre discipline totalement, c'est
difficilement concevable. Alors, est-ce que ce ne serait pas plutôt à l'intérieur, pour le moment du moins, à l'intérieur des départements ou des cours, d'offrir ces fenêtres-là ou ces ouvertures-là? Est-ce qu'on ne devrait pas, même nous comme enseignants, intégrer davantage de la multidisciplinarité dans quitte à nos inviter, cours? par exemple, davantage de conférenciers, conférencières de l'extérieur. Ça, c'est effectivement quelque chose qui est toujours une question difficile, c'est-à-dire comment on est souvent assez maître de notre enseignement, on a du mal à imaginer une structure plus souple. Qu'est-ce que vous en pensez, Marc? Oui, mais il y a des exemples quand même à l'université. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'Institut en environnement, développement durable et économie circulaire, le DEC, enfin. Je travaillais là-dedans un petit peu dans un des comités, puis on discutait de faire des banques de conférenciers internes. C'est-à-dire que moi, je me dis, je prépare une conférence d'1, 2 ou 3 heures sur tel thème et je la mets disponible. Et puis, mes collègues font la même chose. Puis, il y a comme des échanges qui se font. Et je dois avouer que ça a été une belle idée. Ça ne s'est pas réalisé. Mais ce type de choses-là peuvent se faire à l'interne sans devoir tout chambouler. Et puis, tant que tout le monde trouve que c'est juste, là, c'est sûr. Bien sûr. Qu'il y ait un retour un petit peu, là, que ça se fasse dans les deux sens. Mais ça peut être des possibilités. Là. D'autant plus qu'il y a des technologies maintenant et des habitudes qui rendent la chose davantage possible qu'il y a encore 15 ans, par exemple. On peut très bien imaginer que ce genre de choses, les conférences soient préenregistrées, que les étudiants puissent... Dans le même ordre d'idée, en fait, je vais revenir à une question qu'on a commencé à soulever, c'est celui du débat public. Parce que, Michel, ce que vous disiez, c'est que très souvent, lorsqu'on va parler d'expertise dans le débat public, on va penser avant tout à, disons, les sciences naturelles plutôt que les sciences sociales. Donc, on va penser que sur une question donnée, comme si la question devait être d'abord débattue dans les faits avant d'être débattue dans l'opinion. Il faut poser les faits avant Comme si les opinions n'étaient pas aussi des faits, c'est-à-dire qu'il y a aussi une science, d'une certaine manière, des façons de voir les choses. Donc, et à partir de là, on peut aussi avoir des données objectives, que ce soit en sciences sociales, mais aussi en histoire, sur justement des périodes plus longues. Et parfois, moi, j'ai l'impression, en fait, non pas pour m'opposer à ce que vous dites, mais que j'ai quand même parfois l'impression qu'on voit aussi le phénomène inverse. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on pensait, puis même on va presque présupposer que la personne qui est dans un domaine comme celui des sciences naturelles n'a pas le droit de s'inscrire dans un débat ça dérogerait en fait à sa, disons, à sa respectabilité académique d'une certaine manière. Alors que c'est comme si ça allait de soi, par exemple, que pour, je sais pas, l'historien, le philosophe, le sociologue, alors lui peut se permettre d'avoir un point de vue qui serait, par exemple, critique, alors que l'invité qui serait, par exemple, vous, en sciences naturelles ou en biologie, vous ne pourriez que dire, voilà là où mon propos se borne. Alors que, forcément, votre travail, comme le disait Michel, a des dimensions éthiques et politiques aussi. C'est-à-dire qu'il y a énormément, ne serait-ce que sur le choix des objets, sur les stratégies, sur les partenaires, etc. Vous êtes déjà dans un registre qui dépasse simplement l'observation stricte des faits. Ça apparaîtrait... Donc, je serais curieux de vous entendre à ce sujet. Moi, j'ai l'impression que plusieurs scientifiques en sciences naturelles sont très mal outillés aussi. Ils sont très bien outillés pour parler de leur domaine, pour exprimer des faits, mais commencer à avoir une opinion, on est beaucoup moins sûr de soi. Et j'ai comme l'impression qu'on manque de compétences et de formation. Je pense que c'est un gros enjeu, là, la compétence des scientifiques en communication. Surtout que de plus en plus, c'est nécessaire d'avoir une telle place dans le débat public avec les fake news et tout ça. Il faut vraiment être présent, mais on n'a pas de formation. Donc, c'est très intimidant de commencer à aller au-delà de ce que l'on sait vraiment, de ce qu'on est habitué à dire
en conférence. Mais diriez-vous que c'est simplement une question, disons, d'être intimidé, ou est-ce que c'est parce que, encore une fois, le contexte universitaire fait en sorte que vous ne vous sentez pas autorisé? C'est un peu comme si c'était, disons, vous étiez pris en flagrant délit de ne pas respecter votre devoir de réserve, en fait, d'une certaine manière. Comme une perte de crédibilité. Voilà, ou alors, tout simplement, que vous jugez que votre discipline vous l'interdit. C'est pas simplement, disons, la peur d'être mal vu, c'est tout simplement puis je l'ai vu aussi en sciences sociales. Il y a énormément de collègues que je vais inviter, par exemple pour ce genre d'exercice, qui au final est un exercice de débat intellectuel. C'est-à-dire que je vous demande en fait de sortir du cadre de disciplinaire, puis d'avoir... Et beaucoup de collègues, en fait, y compris en sciences sociales, vont dire au-delà de ça, je n'interviens pas. C'est-à-dire que Et je trouve ça toujours assez étrange, sans leur demander évidemment de dire tout et n'importe quoi, mais je toujours trouvé ça assez étrange de voir que des collègues, c'est un peu comme si leur discipline, non pas évidemment l'ordre disciplinaire, vous voyez, mais leur représentation de leur discipline leur interdit en fait de participer d'une certaine manière. Ouais, ben, moi, je suis pris des fois entre deux mondes. Là. C'est d'un côté, on est en sciences de l'environnement, on fait des découvertes, puis on veut les publiciser, et on se fait poser des questions sur ça. Et là, on a comme un penchant à vouloir peut-être extrapoler de nos données et aller vers un certain alarmisme qui est plus vendeur. Donc, il y a cette tendance-là. Et en plus, moi, dans mon domaine et dans ma pratique personnelle, je suis en interaction avec des industries aussi. Là, ça rajoute toute une autre couche. Si je dis quelque chose, l'industrie va me rappeler, ça m'est déjà arrivé, d'être appelé le lendemain d'une entrevue parce que je n'avais pas exactement tout dit. J'aurais pu mieux exprimer quelque chose. Donc, on est comme pris entre deux mondes dans ce cas-là, lorsqu'on travaille aussi en partenariat avec le secteur parapublic ou privé. Ce qui montre que l'environnement social, à quel point il est important aussi, à la fois dans l'orientation de la recherche et la communication de celle-ci. Moi, je pense que ce qui exacerbe la situation, c'est que l'environnement est lié à des urgences. Tu sais, c'est comme une sorte de bombe, ou je ne sais pas comment dire, mais c'est un objet qu'on pourrait discuter longuement là, dans sa définition. Là, on en parle comme d'un en soi, alors qu'on sait bien que c'est beaucoup plus compliqué. Mais tout ce qui concerne l'environnement dans le débat public, depuis que l'environnement a émergé comme catégorie politique dans les années 60 surtout, c'est toujours lié à des enjeux d'urgence, en fait. C'est comme, c'est la finitude de l'humain, c'est la crise climatique, c'est les désastres écologiques. Bon, c'est pas que ça, mais on est beaucoup dans ce registre-là, de telle sorte que peut-être que ça joue aussi sur le débat public. Et ce qu'on demande beaucoup de la part des scientifiques, c'est les faits. C'est de documenter. On vous demande d'abord de documenter des phénomènes, mais c'est rare que, il me semble, on interroge les scientifiques au-delà de la documentation, la prise de mesures. Cette question des polluants liés à la transition écologique, on va vous demander, par exemple, quels sont ces polluants, quels effets ils peuvent avoir sur la santé humaine, etc. Mais on ne demandera jamais, par exemple, comment cette transition écologique est liée à un désastre croissant d'exploitation des métaux, etc. Et contribue finalement à la dégradation de l'environnement, malgré le discours à l'effet que c'est une manière de faire un virage pour contrer les effets de serre, etc. Donc, cette imbrication, si on veut, des questions politiques et des questions plus factuelles, c'est rarement mis sur la table de cette façon-là. D'ailleurs, la crise environnementale, il y a des scientifiques qui commencent à se prononcer, la crise climatique, et qui disent un instant, le discours alarmiste, certes, ce n'est pas des climato-sceptiques, mais ils disent, il est cadré, ce discours-là, encore une fois, par rapport à des enjeux d'urgence, de survie humaine, mais qui empêchent finalement d'avoir des nuances, de pouvoir amener aussi d'autres considérations
dans le débat public. Fait que, c'est en ce sens que je trouve que l'environnement comme objet est éminemment politique, et d'autant plus que on est tous concernés, on est tous très, très inquiets par ça. Ce que nous, on peut apporter modestement, ou ce que moi, je cherche à apporter modestement, c'est de faire comprendre que toute cette vision de l'inéluctabilité, finalement, est un frein à la capacité des humains d'agir. Nous paralyse, on est beaucoup plus conditionné par la peur que par quoi que ce soit d'autre, parce que on établit des vérités fondées sur des données. Hein. Je ne dis pas qu'on invente la vérité, loin de là, mais on établit des vérités qui n'interrogent pas, finalement, comment se fait-il que nous en sommes là, les processus sous-jacents aux arrangements dans lesquels on vit aujourd'hui. Alors, peut-être que l'apport des historiens et des historiennes, c'est justement de revenir sur les choix qui ont été faits et que derrière ces arrangements dans lesquels on est un peu prisonnier, ben, il y a des processus décisionnels, il y a des intérêts en jeu, etc., etc. J'aimerais vous entendre, merci beaucoup, mais j'aimerais vous entendre peut-être plus spécifiquement, puis un peu pour conclure notre discussion, sur des enjeux spécifiques qui vous semblent manquants à la fois, qui vous semblent des points, disons, peut-être aveugles des recherches actuelles, et qui vous apparaissent aussi des points aveugles peut-être dans le débat public. Il est possible, ou l'inverse en fait, on pourrait imaginer qu'un effet de gaslighting, c'est-à-dire qu'on éclaire, on met tellement le projecteur sur un aspect qu'on oublie quelque chose d'autre. Donc il y a un aspect du débat public, par exemple l'urgence climatique, qui va être sursouligné, mais au détriment en fait de tout un ensemble de phénomènes. Donc j'aimerais vous entendre, Marc, à ce sujet. Ouais, c'est sûr qu'il y a des grands enjeux. Par exemple, les Nations unies identifient la crise climatique, également la perte de biodiversité et également la crise chimique. Et à mon avis, la crise chimique serait parmi ce qui est moins pris en compte. Et c'est dans mon domaine par hasard. Donc, peut-être nous expliquer ce que ça veut dire en quelques mots, une crise chimique? En fait, si on veut rendre ça un peu plus quantitatif, justement, dans mon domaine et dans d'autres, les gens ont essayé de délimiter des limites planétaires à la capacité de notre planète sur différents axes, comme les changements climatiques, les ressources en eau, la biodiversité, l'ozone stratosphérique, etc. Et il y a également un volet, une ligne, une frontière qui est la frontière des contaminants chimiques, ou bien maintenant on les appelle plus les nouvelles entités, parce que ça peut comprendre aussi, par exemple, les OGM, enfin tout ce que l'homme crée et remet dans l'environnement, ou tout ce que l'homme remobilise, qui était là, mais qui n'était pas supposé être là aussi maintenant. Et puis, donc, c'est une des raisons d'être de mon domaine, je pense, que d'essayer de quantifier cette limite-là. Et elle est moins discutée que d'autres. Oui, parce qu'elle est vue comme étant finalement une espèce de sous-effet des autres crises. C'est-à-dire on n'arrive pas à en voir la spécificité, peut-être? Ben, quand même, je pense que ce serait quasiment l'inverse, parce que les changements climatiques sont dus à une remobilisation des gaz à effet de serre. Oui, donc, tout viendrait plus de là. Oui. Mon propos n'était pas de dire qu'on a raison de le voir comme ça, mais que c'est malheureusement l'erreur qu'on fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas du bon côté de la lorgnette, en fait. Et puis, juste pour mentionner, là, présentement, sur le marché mondial, il y a environ 350 000 produits chimiques. Mais on en a évalué la toxicité ou le devenir environnemental de peut-être 10 000. Ah, mon Dieu. Donc, juste pour dire, on est devant un océan d'inconnus. Puis quand on mesure finalement un certain produit, des fois, on découvre que, la situation change complètement. Par exemple, au Québec, au point de vue agricole, on mesurait plusieurs pesticides pendant des années et un jour, les technologies ont été là pour qu'on mesure les néonicotinoïdes, les pesticides qui sont supposément reliés au déclin des abeilles, entre autres, et autres. Et le jour où est-ce qu'on a été capable de le mesurer, tous les cours d'eau qui étaient
évalués dépassaient les critères pour la protection de la vie aquatique, alors que la veille, non. Donc, on voit que la science peut nous permettre de découvrir de nouvelles menaces du jour au lendemain, seulement par notre capacité à voir. Oui, magnifique. En fait, moi, je vais prendre le relais là-dessus parce que, de fait, on a besoin de ces mesures, de ces connaissances-là. Et là, ça m'a fait penser, par exemple, au mouvement environnementaliste ou à des luttes qui m'intéressent ces temps-ci. Et ce qui me fascine, dans le fond, c'est que la capacité, finalement, à peut-être faire changer l'ordre des choses nécessite d'avoir ce genre de données. Et qu'est-ce qui fait en sorte qu'un mouvement va être plus efficace qu'un autre? C'est qu'il va s'être éduqué lui-même à comprendre les phénomènes qu'il dénonce. Bon, la pollution industrielle, c'est bien beau, mais quels sont les polluants exactement? Quels sont finalement les facteurs qui sont les plus nocifs pour la santé humaine? Donc, d'où l'importance absolument cruciale d'avoir ces données-là factuelles, très précises, qui permettent vraiment d'asseoir une connaissance, mais éventuellement aussi d'asseoir des arguments pour amener à des changements. Et donc, ça nous ramène à l'idée de l'importance. Ce serait tellement chouette de travailler plus en multidisciplinarité, justement, pour avoir, au-delà des questions de principe ou des questions politiques, des faits, des connaissances plus précises des phénomènes qui nous entourent, dont ces substances dont tu parles, et d'un autre côté, de la part des scientifiques, d'avoir le droit aussi de relier leurs découvertes ou les données de leurs recherches à des enjeux qui seraient plus d'ordre politique, existentiel, sociaux, etc. Je veux dire, on parle d'un monde idéal, mais si je peux me permettre, je pense que ce qui est urgent, c'est peut-être dans un cas comme dans l'autre, dans le domaine des sciences naturelles comme des sciences humaines, c'est de changer de paradigme. C'est-à-dire de penser l'humain et la nature ensemble. Ce qu'on fait, probablement, ce qu'on tente de faire, parce que c'est tellement pas évident, mais à partir du moment où la nature sera plus associée à une réserve de ressources et de moyens, peut-être que là, il y a des changements aussi qui vont se produire, mais ce rapport, cette division humaine-nature, qui semble absolument banale à énoncer, elle conditionne toutes nos pratiques, finalement. C'était vraiment passionnant. Merci beaucoup à tous deux. Donc, Michel Dagenet du département d'histoire et Marc Amiot de sciences biologiques. Je vous remercie. On a appris énormément de choses et j'espère que les souhaits que vous avez formulés, c'est déjà une première étape vers leur réalisation. Merci beaucoup. Merci.